Le podcast de la CPTS Paris 8. Bonjour Corinne Fattel. Bonjour Dany Marcadet. Alors tu es cardiologue, mais tu es expert et agréé en aéronautique. C'est ça ? Exactement. Et c'est-à-dire donc, je te remercie d'avoir accepté de venir faire un podcast avec nous. On voulait prendre le thème du voyage et des voyages qu'on prépare, et notamment, je pense aussi aux patients qui ont une série de médicaments à prendre. Et quels sont les conseils qu'on peut donner à tous ces gens-là qui préparent un voyage en avion ? Alors, d'abord, quand on a une pathologie chronique et qu'on souhaite faire un séjour en avion, prendre l'avion, notamment un long courrier, il est souhaitable de voir son médecin traitant avant ou son spécialiste, entre autres le cardiologue, afin de s'assurer que la pathologie est stable. On ne peut pas prendre l'avion si la pathologie est instable. C'est un élément très important parce que les conditions dans lesquelles le voyage va se faire, dans l'habitacle de l'avion, le corps est soumis à certaines variations physiologiques, contraintes. C'est la pression déjà de la cabine, qui entraîne une altitude au minimum de 1800 mètres. C'est-à-dire, tu veux dire que quand on est dans un avion, dans la carlingue, on n'est plus du tout à la même pression qu'au sol. Pas du tout. Voilà. C'est comme si on montait en altitude à la montagne. Oui. Et d'autre part, en raison de la climatisation, on a un dessèchement de l'air de la cabine, donc on risque des déshydratations. Donc tout ça, ça va influencer sur le corps, forcément. Donc il faut d'abord s'assurer qu'on est apte à voyager. Donc, le conseil, c'est d'aller voir le médecin. Et ça, quelle que soit la durée du voyage ou uniquement pour les longs courriers ? Alors, c'est à partir, je dirais, d'un moyen courrier, c'est-à-dire 4 heures de vol et a fortiori au-delà. Pour un voyage de courte durée comme 1 heure ou 1 heure et demie, en ce qui concerne la pression qui règne dans l'habitacle, elle n'aura pas vraiment d'effet significatif sur l'organisme. Parce que il faut un certain temps, quoi. Il faut un certain temps, il faut être au moins, au minimum, 3-4 heures pour subir les conséquences de l'altitude qui règne dans la cabine. Donc le médecin s'assurera de la stabilité de la pathologie, notamment en ce qui concerne les cardiopathies ischémiques, c'est-à-dire les atteintes coronaires, des artères du cœur. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu un infarctus, qui a eu un stent, par exemple. Oui. À partir de quand il va pouvoir à nouveau prendre l'avion ? Alors, après un épisode... Alors, il y a deux choses. Il faut distinguer deux choses. On a fait un infarctus avec une conséquence sur le muscle cardiaque, une destruction d'une partie du muscle cardiaque. Il faudra attendre 3 mois. Avant de prendre l'avion ? Avant de prendre l'avion. Le temps que le muscle cardiaque récupère. Et ça, c'est une recommandation officielle ? C'est une recommandation officielle de l'aéronautique, oui. Pour les coronariens qui ont eu un stent sans infarctus, il y en a beaucoup, puisqu'on fait beaucoup de prévention, donc on dépiste avant le problème de l'infarctus. Et dans ce cas-là, à partir du moment où, une fois dilaté, il est considéré comme stable. En fait, il n'y a pas une période réelle maintenant. On a changé notre fusil d'épaule. Au début, il y a quelques années, on disait c'est pareil que l'infarctus, il faut attendre 3 mois. Maintenant, on ne fait pas ça. En fait, c'est les patients qui nous ont un peu éduqués sur cette durée, parce que, par exemple, des hommes d'affaires qui traversent le monde, ils atterrissent ils sont à Paris, ils ont eu une angioplastie ou 2 angioplasties, et ils doivent repartir pour leur travail. À partir du moment où ils ont été corrigés médicalement et qu'ils n'ont plus d'angor, ils n'ont pas de douleur, rien du tout, ils reprennent l'avion. Des fois, ils ne nous écoutent pas du tout, ils reprennent l'avion plus tôt. Donc,
on considère que s'il est stable à la sortie des angioplasties, le patient peut voyager. Ok. Voilà. La seule problématique, c'est l'infarctus, parce que le muscle cardiaque est abîmé. Et donc, ça peut être source de troubles du rythme. Et donc, il faut s'assurer de la stabilité du trouble du rythme. En plus de ça, après, c'est la technique cardiologique, mais le muscle cardiaque doit se reconstituer. Et donc, on est dans une zone qui peut être d'instabilité si le patient est dans certaines conditions. Le fait d'avoir fait une réadaptation cardiaque, ça les aide à partir plus vite ou non? C'est pas dans les recommandations. Non, c'est pas dans les recommandations. Je dis ça parce que, par exemple, à la SNCF, pour reprendre, pour les chauffeurs de train, par exemple, pour reprendre leur travail, il faut qu'ils aient fait une réadaptation. C'est à partir du moment où ils ont fait la réadaptation, ils sont autorisés à repartir. À condition, bien sûr, qu'ils soient stables toujours à la fin de la réadaptation. Oui, alors là, si je puis me permettre, on parle de professionnels, c'est-à-dire sur un poste. Donc, il y a un protocole par rapport au travail. Là, on parle de personnes qui sont des touristes, ne sont pas des professionnels. C'est pas, bon, il y a un côté administratif qui joue. En pratique, nous, ce qui compte, c'est la lésion sur le muscle cardiaque. Ok, donc on doit s'assurer avec son cardiologue qu'on est stable et là, je peux prendre l'avion. Voilà, y compris quand on est insuffisant cardiaque, bien évidemment. Oui, et puis il y a les autres pathologies. Et puis il y a d'autres pathologies qui sont importantes à signaler. C'est la bronchopathie chronique, l'insuffisance respiratoire. Donc c'est pareil, il faut qu'il voit son pneumologue pour s'assurer qu'il y a une stabilité de sa pathologie pulmonaire. Je pense notamment, par exemple, à des gens qui ont des pathologies très sévères avec des risques de ce qu'on appelle la désaturation, une perte d'oxygène dès qu'ils font un effort, etc. Et qui ont une prescription en plus d'oxygène en ambulatoire. Alors eux, ils peuvent prendre l'avion avec leur bouteille d'oxygène? Alors justement, c'est très intéressant comme question parce que c'est très important. Il faut prévoir, d'une manière générale, il faut prévoir son voyage. Parce que l'autorisation de prendre sa bouteille d'oxygène est soumise à l'acceptation de la compagnie aérienne et du médecin, donc du corps médical de la compagnie aérienne, parce qu'on ne peut pas transporter sa propre bouteille. Il faut qu'elle soit homologuée par la compagnie. Donc, le patient devra prévoir de signaler à la prise de son billet qu'il a une pathologie, qu'il doit prendre une bouteille d'oxygène, et il y a tout des papiers à remplir pour faire un processus pour... Et dans ce cas-là, la bouteille d'oxygène est fournie par la compagnie? Elle est fournie par la compagnie. D'accord. Mais ça, c'est intéressant, effectivement. C'est très important. Il y a d'autres précautions particulières chez les patients qui doivent prendre l'avion? Alors après, toujours chez le médecin, dans la visite avant le départ, il faut se renseigner sur les endémies dans les différents pays du globe, notamment, je pense, au paludisme, parce qu'il va falloir prendre des médicaments contre le paludisme. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour s'enseigner sur les épidémies? Il faut aller soit sur le site d'Air France, soit sur le site du ministère, c'est la Défense et les voyages à l'étranger, hein, c'est le site officiel du gouvernement. Oui, ministère des Affaires étrangères, peut-être? Oui, ministère des Affaires étrangères, qui donne toutes les conditions d'épidémie à travers le monde, et aussi les conditions politiques. Oui, c'est les guerres. Et... voilà. Les guerres. Effectivement, je devais aller dans un pays d'Afrique et il est déconseillé d'y aller actuellement, donc j'ai annulé mon voyage. On évite d'y aller, quoi. Je reviens sur le traitement contre le paludisme parce que ça nécessite chez les gens qui ont une pathologie cardiaque et qui prennent des médicaments de faire un électrocardiogramme afin de vérifier s'il n'y a pas d'interférence entre le traitement contre le paludisme et le traitement que le patient prend. D'accord.
Donc, il y a le paludisme, bien sûr, parce que là, il va falloir prendre des médicaments pendant tout le séjour. Voilà. Et avant, déjà. Avant et au retour. Oui. Ne pas oublier. Et puis, il y a aussi les propres médicaments du patient. Comment il fait avec ses propres médicaments? Parce que dans le pays où il va, il n'y a pas forcément le même médicament qu'on a ici. Tout à fait. Et donc, quels sont les conseils Alors à lui là, donner là? encore une fois, il faut prévoir à l'avance, c'est-à-dire toujours au moment de la consultation avec son médecin, de signaler la durée du voyage et donc de calculer le temps de traitement qu'il faudra. Il doit partir avec ses propres médicaments. Et il y a donc Et il les garde sur lui ou il les met en soute? Non, il garde toujours sur lui, avec l'ordonnance qui correspond, notamment aussi, je pense, par rapport à un médicament qui est un spray. Tous les sprays, même pour les insuffisants respiratoires, doivent être inscrits sur l'ordonnance qu'il emmène avec lui, parce que évidemment, les sprays doivent être montrés à la sécurité lorsqu'on passe. passe. Sinon, ils peuvent être confisqués. Sinon, ils sont confisqués, oui. D'accord. Donc, il y a un autre sujet par rapport aux médicaments, c'est-à-dire que si je vais dans un pays un peu lointain, qui a un décalage horaire important, j'ai l'habitude de prendre un médicament le matin à 8h et le soir à 8h. Comment je fais avec le décalage horaire quand j'arrive dans le pays? Voilà, c'est-à-dire que le 8h peut se retrouver, je sais pas, à 13h. Alors, qu'est-ce que je fais? Ce que l'on fait, quand on va vers l'ouest, c'est relativement facile. C'est-à-dire quand on va aux États-Unis, par exemple. Quand on va vers l'est, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on remonte le temps. Le principe de base, je dirais, que ce soit vers l'est ou vers l'ouest, c'est de faire des décalages de 2 heures. C'est-à-dire pour revenir à 8h, voilà. Alors, localement, localement, donc je vais décaler progressivement, on décale les prises. On peut commencer 3 jours avant le départ, de façon à pouvoir se cadrer correctement. Ça demande de l'anticipation. Ça demande beaucoup d'anticipation. Ça demande vraiment de prendre comme une feuille de papier et faire son. Et ça, le médecin peut aider le patient en lui disant vous allez faire comme ci ou comme ça. En théorie, il pourrait aider. En théorie. Voilà, mais souvent c'est le patient qui fait lui-même. À partir du moment où on lui dit vous glissez de 2 heures, soit vous avancez de 2 heures, soit vous retardez de 2 heures. Et donc. Voilà. Alors ça, c'est valable à partir du moment où le séjour est prolongé. Parce qu'un déplacement de 48 ou 72 heures, et je pense aux hommes d'affaires, par exemple, toutes les professions qui traversent le monde, leur horloge biologique n'a pas le temps de s'adapter. Donc, il faut qu'ils changent rien à leur traitement, aux horaires du traitement. C'est-à-dire qu'ils seront... Oui, mais si ça correspond à 3 heures du matin. Mais à 3 heures du matin, ils seront réveillés, ils prendront leurs médicaments. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Voilà. D'accord. Donc, séjour prolongé à partir de combien de jours, finalement? À partir de 8 jours. 8-10 jours. Si je reste plus de 8-10 jours, donc je décale. Là, on décale. Okay. Et puis je redécale dans l'autre sens pour revenir. Et voilà, revenir. au retour. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore pour les patients qui vont prendre l'avion? Je pense en particulier aux gens qui ont un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur cardiaque implanté. Est-ce qu'ils peuvent prendre l'avion sans problème? Oui, bien sûr. Ils peuvent prendre l'avion sans problème, simplement qu'il faut qu'ils signalent au moment du passage de la sécurité qu'ils sont porteurs d'un défibrillateur ou d'un pacemaker et qu'ils aient sur eux leur carte, qu'ils puissent montrer la sécurité. Il faut qu'ils soient rassurés parce que maintenant les arcs de sécurité sont très bien réglés et ne modifieront pas les paramètres du pacemaker ou du défibrillateur. D'accord, donc ils peuvent passer les portiques. Voilà, sans problème, mais il est toujours préférable quand même de le signaler. Oui, parce que le portique va sonner. Voilà, parce que le portique va sonner et puis aussi, comme toute technique, si jamais il y a un problème sur un portique, le personnel est au courant. Donc, d'accord. Voilà, il fera son contrôle sécurité autrement. Alors, je pense aussi aux patients qui ont soit des intolérances alimentaires, par exemple, soit des régimes spécifiques comme chez le diabétique ou bien chez l'insuffisant cardiaque qui ne doit pas manger de sel. Est-ce qu'ils peuvent prévoir un repas spécifique pour eux?
Oui, tout à fait. C'est au moment de prendre son billet d'avion, il doit spécifier qu'il est sous un régime particulier, alors antidiabétique, pas de sel, ou sans gluten, enfin, c'est tout à fait... Ou sans protéines, pour les végétariens. C'est possible, mais il faut le prévoir une fois de plus. En fait, il faut tout prévoir avant de voyager, normalement. De toute façon, en matière aéronautique, on anticipe toujours tout. Il vaut mieux pêcher par excès que par défaut. Et s'il y a un accident dans l'avion, c'est-à-dire que on l'a vécu tous les deux. D'ailleurs, on peut en parler. Un patient a eu une hémiplégie dans l'avion. Qu'est-ce qui se passe en fait quand quelqu'un va mal dans l'avion? Est-ce que c'est le personnel qui intervient? Souvent, on entend dire y a-t-il un médecin dans l'avion? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les process? Alors, le process, c'est le suivant. C'est d'abord l'équipage qui intervient, l'hôtesse, la chef de cabine, ou le steward, qui se met en contact directement avec le patient, lui pose des questions. Si c'est de sa compétence de premier secours, c'est le personnel navigant qui s'en occupe. Si ça dépasse les compétences du personnel navigant, il y aura un appel à demander s'il y a un médecin dans l'avion. Qui prendra donc le relais? Qui prendra le relais, qu'on souhaite qu'il s'approche du patient. Forcément, ce n'est pas sa spécialité. Si c'est un ophtalmo et que c'est un problème digestif, ça posera peut-être un peu de problème, mais au moins il sera compétent pour évaluer le degré d'urgence. S'il y a un degré d'urgence, il faut savoir qu'il y a sur l'autorisation du commandant de bord une trousse de secours. Avec des médicaments qu'on peut injecter en intraveineux, des perfusions, etc. Et que d'autre part, le commandant de bord peut se mettre en rapport avec une structure médicalisée au sol, type SAMU, ou unité de soins intensifs. Donc il peut être en communication avec eux. Voilà, il y a tout un processus de mise en communication avec des structures d'urgence au sol qui peut orienter le médecin qui intervient sur le patient, même si ce n'est pas forcément dans sa discipline, sur les conseils des médecins urgentistes au sol, il pourra faire certains gestes. Si la situation est vraiment extrême et qu'il n'y a pas, que le médecin de bord qui a été appelé estime, ou les médecins d'ailleurs, quelquefois il y a plusieurs médecins, estiment que c'est hors de leurs compétences. Ou s'il n'y a pas de médecin. Ou s'il n'y a pas de médecin, là c'est l'équipage en collaboration avec les structures médicalisées au sol qui évalue la nécessité ou pas de détourner l'avion pour atterrir et de descendre le passager. Il faut savoir que pour la compagnie et pour tout le système aérien, c'est très compliqué de détourner un avion. Et ça coûte très cher. Ça coûte très cher, mais le leitmotiv en aéronautique, c'est la sécurité aérienne. Donc, tout ça vient se déstabiliser au moment d'un atterrissage forcé pour débarquer un passager malade. Et donc, c'est une décision qui n'est pas prise à la légère. Elle est calculée en fonction de l'état du patient, de la position de l'avion sur le globe. Parce qu'évidemment, si vous êtes au milieu de la mer, de l'océan, ça n'est pas possible. Il faudra faire ce que l'on peut faire pour attendre qu'on arrive sur une côte. Voilà. Il y a d'autres conseils à donner à tous ces patients pour les médicaments, autres. Alors, en fonction de sa pathologie, je suppose que si elle est plus ou moins sévère, je me renseigne effectivement auprès du cardiologue qui me suit ou du pneumologue si c'est pour la BPCO. Je me renseigne aussi peut-être sur les conditions sanitaires locales. C'est-à-dire, je vais peut-être pas aller traverser le Sahara à pied, tout seul. Non, sûrement pas tout seul, encadré. Alors, le conseil, c'est aussi de prendre une assurance internationale de rapatriement éventuel en cas de problème. De se renseigner dans le pays où l'on va des structures médicalisées,
et de la distance qu'il y a par rapport au lieu où il séjournera. C'est ce qu'on peut conseiller. Voilà. D'accord. Pour les conseils de médicaments. Si, une petite chose à rajouter, sur l'ordonnance que le médecin fera, par rapport à la sécurité sociale, puisque la sécurité sociale ne délivre que pour 1 mois, oui. Si le séjour dépasse le mois, il faut que le médecin note il faut donner l'intégralité du traitement pour cause de départ à l'étranger ou de séjour à l'étranger, et il faut avoir l'accord de la Sécu. Je pensais qu'on pouvait faire uniquement de le marquer sur l'ordonnance et c'était suffisant pour marquer délivrance en une fois des 3 mois parce que départ à l'étranger. Par contre, on ne peut pas plus de 3 mois. Oui, on peut, mais là j'ai relu un peu sur les sites et il y a des formulaires. Alors maintenant avec l'informatique, le médecin peut directement le faire. Ou le pharmacien peut-être. C'est peut-être le pharmacien qui demande... Non, c'est le médecin qui demande à ce qu'on délivre l'intégralité. Oui, mais après, c'est le pharmacien peut-être qui s'arrange avec la caisse pour pouvoir délivrer Là, je ne peux pas répondre à la question, je ne sais pas. Ok. Enfin, moi, je l'ai fait pour beaucoup de patients. Et en fait, c'est avec le pharmacien qu'il faut régler le problème. C'est lui qui demande l'autorisation à la Sécu de délivrer. Voilà. Bon. Alors après, j'ai une autre question pour les départs en avion, puisque c'est de ça qu'on parle. Il y a des gens qui sont terrorisés à l'idée de prendre l'avion. Et certains sont obligés de partir pour raisons personnelles ou professionnelles, comme tu le disais tout à l'heure. Et donc, est-ce qu'il y a des choses à leur dire? Est-ce qu'il y a des conseils à leur donner? Oui, alors... Est-ce qu'ils peuvent prendre un somnifère, comme demandent certains, pour... Alors... Il est déconseillé de prendre des somnifères en avion. Pourquoi? Il y a une raison. C'est pas pour embêter les gens. C'est parce que le séjour en avion de plus de 6 heures a des conséquences sur l'organisme qui sont entre autres ce qu'on appelle la thrombose. La thrombose, c'est faire un caillot. Oui, c'est faire un caillot dans les jambes. Ouais. Voire l'embolie pulmonaire, c'est-à-dire que le caillot il part dans le poumon, un problème respiratoire. Et donc, en fait, on demande aux gens, aux patients, de se mobiliser dans l'avion, de marcher ou de faire quand il est assis à sa place, des mouvements de gymnastique. Et d'ailleurs, il y a certaines compagnies qui ont fait des petits fascicules avec des gestes de gymnastique ou des vidéos qu'on peut compulser. De s'hydrater. L'hydratation est très importante parce qu'il y a une grosse déshydratation. Et pas avec du vin ou du whisky. Non, essentiellement de l'eau, du thé, des boissons non alcoolisées. Il faut éviter l'alcool également. Oui, parce que l'alcool est diurétique et donc du coup va aider à la déshydratation. Voilà. Et donc, on compte en moyenne de prendre 1 verre d'eau par heure. D'accord. Et donc, si on dort, on ne peut pas. Et si on dort, on ne peut pas. Voilà. Et si on dort, on ne mobilise pas ses muscles. Et donc, du coup, on favorise la stagnation du sang, notamment au niveau des veines dans les jambes, ce qui crée des œdèmes. Oui, alors, c'est très fréquent d'avoir des œdèmes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est normal, on laisse faire? On met des bas de contention? Il faut éviter, pour éviter les œdèmes, pour éviter aussi la thrombose, c'est avec son médecin avant le départ qu'on voit ce problème et on peut conseiller des chaussettes, des bas ou des collants de contention en fonction du problème veineux, et ça c'est au médecin de le définir, soit prendre des anticoagulants, et ça c'est le médecin qui choisira l'anticoagulant. D'accord. Ça peut être un AOD ou... Oui, ça peut être un AOD. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Ou il y a d'autres problèmes? Alors, oui, pour le stress. Ça, c'était donc pour la prévention des thromboses. Ça, c'était pour la prévention des thromboses. Donc, ça, c'était pour répondre aux somnifères, la prise de somnifères. Oui. Voilà la raison pour laquelle il ne faut pas prendre de somnifères. Ensuite, par contre, on peut prendre un anxiolytique. D'accord. Pour essayer de lever le stress en vue de prendre l'avion. Et si vraiment on est phobique de l'avion, si on a vraiment un gros problème, il existe des stages
pour lutter contre la peur de l'avion. Et ça, c'est Air France qui organise ces stages. Et donc, on est obligé de prendre son billet chez Air France pour assister au stage? Non, pas du tout. C'est ouvert à tout le monde. Simplement que c'est une compagnie qui fait ça depuis très longtemps et donc qui est bien rodée là-dessus. Et ça dure une journée. Le futur passager rencontre d'abord un psychologue pour essayer de comprendre pourquoi il est phobique ou a peur de l'avion. Donc, il a des échanges sur le plan psychologique. Après, il rencontre le personnel navigant, c'est-à-dire les hôtesses, stewards, le pilote. Il discute avec tout l'équipage qui explique comment fonctionne l'avion. Et en troisième position, il y a le stage sur simulateur. D'accord. Tout ça, c'est dans la même journée. Donc, on simule un vol avec tous les effets, les turbulences, les bruits, etc. Et l'équipage explique aux passagers tout ce qu'il peut entendre, ressentir, etc. D'accord. Pour le mettre en confiance. Et après ce stage, qui est payant, évidemment. C'est combien? 750 € actuellement. Ah, 750 € pour pas avoir peur aux avions, c'est quand même pas donné. Ouais. Oui, okay. mais... Et c'est efficace. C'est efficace, ça aide beaucoup les gens. Et en plus, pendant 1 an, on peut poser toutes les questions qu'on veut au service Air France anti-stress. Si on doit reprendre l'avion et qu'on a une appréhension, on a un dossier chez eux et donc ils reprennent le dossier et ils reprennent des séances. On reprend des séances de psychologie en général. On ne fait pas tout le stage. Voilà. Alors aussi, il y a des passagers qui demandent mais si je vais sur une autre compagnie, est-ce que j'aurai un encadrement de la même façon qu'à Air France? Et Air France répond oui, parce que à partir du moment où le passager prévient Air France qu'il voyage sur une autre compagnie, eh bien Air France se met en rapport avec cette compagnie. D'accord. Pour signaler que ce passager a un problème phobique ou de peur de l'avion. D'accord. En plus de ça, au moment du voyage, dans l'avion, le passager est coucouné, je dirais, par l'équipage, parce que tout l'équipage est au courant qu'il a un problème d'insécurité dans l'avion. Je voulais rappeler une chose, c'est que quand le passager est à l'aéroport et qu'il attend son avion, puisque normalement il doit anticiper le vol et être 3 heures avant son vol en aéroport, si jamais il ne se sent pas bien, surtout il faut qu'il consulte le service médical de l'aéroport afin d'avoir l'avis du médecin ou de l'infirmière qui est en poste pour savoir s'il est apte à prendre le vol. Alors après le vol long courrier, dans les jours qui suivent, que ce soit dans le pays qu'il va visiter ou au retour dans son propre pays, toute douleur dans les mollets, douleur thoracique ou gêne respiratoire ou fièvre inopinée doit faire consulter. D'accord. Ça peut être aussi un simple malaise, une syncope chez ces patients-là, parce que les thromboses qui peuvent se faire donc pendant le vol peuvent s'exprimer un peu à distance. Exactement. Ok. Eh bien, Corinne, parfait. J'espère qu'on a fait un peu le tour du voyage en avion, mais tout ceci, si je résume, il faut anticiper tout ce qui est... tout ce que je dois faire. Il faut que les patients, notamment, anticipent et leurs médicaments et le pays où ils vont pour éviter tous les problèmes. Hein. Exactement. Voilà. Oui, et aussi un compte-rendu historique de son histoire, de sa maladie. Voilà. Ouais. Et tout en ça, anglais de préférence. De préférence en anglais, effectivement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. Et puis à bientôt pour un prochain podcast. Merci.